M. Sébastien Bugzinski. M. Bugzinski est médecin vétérinaire et professeur titulaire à la clinique ambulatoire de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, et ce depuis 2006. Il s'implique dans la recherche clinique pour des domaines touchant les tests diagnostiques, la santé des veaux et la santé des petits ruminants. Il est donc ici aujourd'hui pour vous expliquer comment comprendre les résultats des tests CMT et les bactériologies du lait. Merci. Je pense c'est encore sur mute. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Ok, parfait. Le but est un petit peu de faire un tour d'horizon des différents tests qui sont disponibles pour aller plus en avant dans la détection des anomalies de santé, donc du PI chez les petits ruminants laitiers. Donc il y aura un plan que je vais essayer de suivre. Donc d'abord introduction, puis en fait axé par la suite sur les deux types de tests qu'on peut utiliser, soit la mise en évidence directe de l'agent qui cause la mamite, ou soit les conséquences de cet agent qui vont se traduire par une réponse inflammatoire, les fameuses cellules, les neutrophiles, les globules blancs qu'on va trouver dans le lait. Puis à la fin, donc, on essaiera de faire une conclusion. Donc juste quelques petits rappels, ça va aller relativement rapidement puisque le Dr Decrémaux a fait quand même un très bon rappel. La seule chose sur laquelle je voulais peut-être insister, c'était de dire que finalement le phénomène de sécrétion diffère quand même relativement entre les caprins laitiers et les ovins, et c'est ce qui fait que peut-être au niveau de la réponse en cellules somatiques, il y a toujours eu une mauvaise publicité pour ce test-là, en sachant que dans la mesure où chez la chèvre, il y a une sécrétion qu'on appelle apocrine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des portions de cellules qui sont aussi, donc, qui vont se retrouver dans le lait. On a toujours eu l'impression finalement les cellules somatiques disaient pas la même chose que ce que ça pouvait dire chez d'autres espèces comme chez la vache, où c'est extrêmement utilisé pour évaluer les mammites sous-cliniques notamment. Chez la brebis, la sécrétion se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a chez la vache. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à tenir compte. Et donc, en fait, souvent parce que les cellules somatiques et la façon de les évaluer, il peut y avoir un certain impact donc, en fonction de la présence de ces débris cellulaires dans le lait. Une autre figure, et là, on voit encore la source très importante qu'est l'Institut de l'élevage pour tout ce qui est recherche en santé des petits ruminants, parce que c'est vraiment une mine d'or. C'est la réponse à l'infection de la glande mammaire, et cette réponse à l'infection va se faire par différents mécanismes. Ce qui nous intéresse le plus à nous, pour nous aujourd'hui, c'est le fait que l'inflammation va générer finalement une perméabilité plus grande à ce que la filtration qui va normalement générer le lait soit très affectée, et que finalement au fur et à mesure le lait va se transformer en sérum, parce que finalement la filtration va se faire pour tous les constituants du sang pour aller diffusé au niveau de la glande mammaire, et c'est ce qui fait que le lait va perdre cette qualité de transformation et qui va aussi se charger en cellules, notamment les neutrophiles, donc les globules blancs ou donc les cellules somatiques. Et donc les cellules somatiques vont être un bon moyen quand même indirect d'évaluer le niveau d'inflammation de la glande mammaire. Puis cette inflammation, dans la grande majorité des cas, elle est causée par une infection bactérienne. Donc on va essayer de toujours garder en tête qu'il y a des tests qui vont détecter l'infection avec la mise en évidence directe de la bactérie, puis il y a des tests qui vont détecter les conséquences de cette infection qui sont donc l'inflammation de la glande mammaire. Et qui dit inflammation de glande mammaire dit un lait de moins bonne qualité, et dit aussi en général donc un impact pour les chèvres qui sont affectés ou les brebis d'avoir une production qui va être diminuée par rapport à des niveaux cellulaires plus acceptables. Ok. Donc, à retenir, il y a une sécrétion qui est différente chez la chèvre versus la brebis, versus la vache. Et les cellules somatiques sont à la fois des cellules de l'inflammation, et il y a une portion donc, de cellules épithéliales qui vont s'exfolier et qui vont aussi se retrouver dans le comptage cellulaire global. Et il y a différents facteurs aussi, ce qui rajoute un niveau de complexité qui peuvent impacter donc, les cellules somatiques. Donc CCS, vous allez voir comptage de cellules somatiques, donc qu'on va obtenir notamment donc, lors du contrôle laitier. Il y a des facteurs infectieux, puis aussi des facteurs non infectieux. Et donc ça doit être pris en compte lors de l'évaluation. Donc l'infection intramammaire, je vous l'ai dit, c'est une bactérie qui va causer une réponse inflammatoire, et cette réponse inflammatoire aussi, elle peut perdurer plus ou moins longtemps, même après que la bactérie ait été éliminée du système donc, de la glande mammaire. Puis les facteurs non infectieux qui vont influencer principalement le comptage en cellules somatiques, chez la chèvre notamment,
c'est la parité. Donc les chèvres les plus âgées ont tendance à avoir des comptages cellulaires plus élevés, même si elles ne sont pas infectées. Et aussi le nombre de jours en lait. Donc plus la lactation avance, plus le comptage en cellules somatiques va augmenter. Puis il y a d'autres facteurs dont je ne parlerai pas. Comme ça va aller. Vous les avez. Donc ce qui est aussi quand même assez intéressant de résumer ici, c'est lorsque finalement le système immunitaire va gagner, il va y avoir une guérison spontanée qui va dépendre donc de la bactérie qui est impliquée. Lorsque finalement les deux, l'agent bactérien et le système immunitaire sont relativement à compétence égale, finalement, on va avoir une mamite subclinique qui va être vraiment ce qui impacte le plus probablement la productivité du troupeau. Et bien sûr, il y a des cas où est-ce que la bactérie va générer une telle réaction inflammatoire que l'animal va en être malade et elle va avoir des signes cliniques. Donc là, on va avoir des mamites cliniques. Une chose qui nous paraît super évidente à nous, vétérinaires qui travaillons dans les bovins laitiers, parce que le niveau de formation, notamment des producteurs, est assez enclin à avoir une bonne idée des différents types de mammites qu'on peut rencontrer. C'est pas mal moins clair quand on discute avec des producteurs, et donc c'est vraiment important de revenir un petit peu sur la classification. Donc, notamment quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans un troupeau et que quelqu'un nous dit j'ai des problèmes de mamite, oui mais c'est quoi pour toi une mamite? C'est quoi pour moi une mamite? Est-ce qu'on parle le même langage? Donc la définition de cas, comme dans toutes les affections qu'on veut contrôler, elle est super importante. Donc la mamite sous-clinique, c'est lorsqu'on a une inflammation, une infection en l'absence d'anomalie visuelle du lait. C'est-à-dire ça va me prendre un test, que ce soit le CMT, que ce soit le contrôle laitier, pour me dire j'ai des cellules somatiques plus élevées que la normale et donc j'ai probablement une inflammation au niveau de la glande mammaire, mais cliniquement j'ai aucun problème. Puis après ça, donc, on va voir les différents grades de mamite clinique. Donc le lait est altéré, mais la glande mammaire semble normale, donc j'ai des grumeaux. La glande est affectée et l'état général est affecté, donc la chèvre ou la brebis ne mange pas, il y a de la fièvre, etc. Donc c'est vraiment important de classifier, de savoir de quel genre de mamite est-ce qu'on parle, parce que souvent, c'est ce qu'on ne voit pas qui est le plus coûteux. Donc ce qu'on ne voit pas, s'il n'y a pas de contrôle laitier, on sait qu'il y a quand même beaucoup de troupeaux qui n'ont pas un contrôle laitier, réalisé fréquemment. Ben, c'est sûr que les mamites sous-cliniques, c'est là que ça va avoir un impact important. Une autre chose qui est importante et qui doit toujours être gardée en mémoire lorsqu'on intervient, en tout cas expérience vécue, c'est quels sont les tests et pourquoi est-ce qu'on utilise les tests. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le but d'utiliser des tests, c'est détecter l'infection, donc savoir si j'ai pour un individu ou pour un ensemble d'individus pour lesquels j'ai une anomalie, quelles sont les bactéries qui causent l'infection, donc des méthodes qui sont directes, soit par culture ou éventuellement par PCR, et les tests qui sont également disponibles pour détecter l'inflammation. Et là, donc, c'est sûr que le test de base qui peut être fait le plus fréquemment, c'est le CMT, qui peut être fait sur une base quasiment quotidienne, et le comptage de cellules somatiques, donc, qui a la nécessité d'avoir un appareillage plus spécifique pour le faire. Et ça peut être fait au niveau individuel, donc savoir est-ce que cette chèvre est porteuse d'une infection et a des signes d'infection, d'inflammation de la glande mammaire, ou au niveau du troupeau, donc savoir qu'est-ce qui se passe lors d'un échantillon composite au niveau de la santé du pic. Qu'est-ce qu'on veut sur un test aussi? Il faut qu'il soit le plus exact possible, donc qu'il minimise les erreurs, c'est-à-dire qu'il doit être sensible. Il faut que je détecte les animaux infectés. Et si j'ai des erreurs dans un manque de sensibilité, en fait, je vais avoir des faux négatifs. Donc soit en début d'infection ou si j'ai un animal sous traitement, c'est sûr que la capacité de détecter la bactérie va être diminuée. Et si j'ai une réponse en cellules somatiques qui est dans une zone grise aussi, à ce moment-là, je vais avoir un animal qui a, par exemple, des cellules somatiques qui paraissent proches de la limite supérieure, mais qui sont juste un démarrage d'infection. Puis il doit être aussi spécifique, donc pour me permettre de bien classifier les animaux qui sont sains. Je ne veux pas, ça c'est important, donc lorsqu'on va faire une collecte pour un échantillon qu'on veut soumettre en bactériologie, donc de s'assurer que si la personne qui va procéder au test a vraiment eu un entraînement pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination.
Et donc de la même façon, ça va être peut-être plus difficile chez un animal multipare en fin de lactation qui déjà a des cellules somatiques qui ont tendance à être plus élevées. Donc on peut plus facilement classifier ces animaux comme ayant des cellules somatiques plus élevées. Et une chose très importante, en tout cas au jour le jour, c'est le coût raisonnable pour pouvoir être utilisé. Puis, une chose qui est encore plus importante, c'est que si on fait un test, ça doit servir de base pour faire quelque chose après. Parce qu'avoir un test puis rien faire, c'est vraiment le pire investissement qu'on peut faire et le pire conseil qu'on peut donner à un producteur. En tout cas, il faut vraiment qu'il sache que s'il fait un test, c'est pas en faisant un test qu'il va régler le problème. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est un peu ce que je dis. Donc, si on regarde un petit peu la mise en évidence des agents responsables de la mamite, donc, on peut regarder pour avoir une idée donc, des bactéries qu'on s'attendrait à trouver, puis de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut les mettre en évidence. Donc encore une fois, j'avais résumé ici donc, une étude qui date des milieux des années 90 en France. Majoritairement, ce qu'on va trouver, donc, en bleu, vous avez chez la chèvre, et en rouge, donc, qui est représenté donc, pour la brebis laitière, mais majoritairement, c'est des Staph non aureus et du Staph aureus, où vous avez la majorité donc, des pathogènes qui sont isolés donc, chez les ruminants laitiers. Donc des grammes plus. Et quand on regarde au Québec, en fait, il y a une étude qui avait été faite sur l'arthrite encéphalique caprine et où on avait un suivi de 170 chèvres dans 3 troupeaux pour lesquels donc, il y avait un échantillonnage aux 6-7 semaines. Et ce qu'on avait remarqué dans ce cas-là, c'est qu'il y avait seulement 4 cas de mamite cliniques, donc avec des signes donc, soit de grumeaux ou de glandes mammaires atteintes et ou état général atteint. Et on retrouvait à peu près les mêmes genres de résultats. Donc 25% donc, de Staph capré et de Staph non aureus, qui n'était pas du Staph capré, et seulement donc, une petite portion donc, de pathogènes majeurs comme du Staph aureus, donc il y avait moins de Staph aureus dans cette étude-là. Puis 25% des quartiers donc, qui étaient stériles, il n'y avait pas une mycoplasme d'isolé à l'époque, et donc sur 5 chèvres, tout au long du projet, il n'y avait eu aucune bactérie qui avait été isolée. Chez les brebis, j'ai essayé de regarder ce qu'on avait au Québec. J'ai rien trouvé sur la brebis laitière, donc peut-être il y a quelque chose et je ne suis pas au courant. Mais il y a une étude qui avait été faite sur la brebis donc, allaitante. Et grosso modo, donc, c'était une étude donc, qui a été faite au CEPOC, qui est relativement récente. Il y avait 22% des échantillons de lait avec un CMT de 1 ou plus, comme définition donc, d'une brebis anormale. Et tous les troupeaux donc, avaient au moins une brebis qui avait des signes, donc, qui avait un CMT donc, de 1 ou plus. Et en moyenne, c'était 33% des brebis qui étaient affectées. Ici, je vous ai mis donc, comment se répartissaient les différentes strates du CMT. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est important. Vous pourrez le consulter donc, par la suite. Donc la culture, c'est vraiment quelque chose qui est... Donc on n'avait pas de culture dans l'étude brebis, c'était juste une étude indirecte pour avoir une idée un petit peu de... Donc on regardait plus l'inflammation. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée donc, pour les données québécoises. Donc la culture, c'est souvent donc, le moyen qui est considéré comme examen de référence pour le diagnostic, mais c'est sûr que ça diagnostique l'infection quand il y a une bactérie. Si l'échantillonnage a été bien fait, on a des chances que la bactérie qu'on isole soit la bactérie qui cause l'infection. Il y a différents types de cultures. Donc celle de référence, c'est la culture en gélose humide. Et il y a aussi des systèmes de culture à la ferme qui sont de plus en plus populaires, notamment du côté bovin laitier. Le coût, donc, puis le coût en laboratoire, donc classique, quand on envoie ça, donc, ça va être aux alentours de 15 $. Donc ça reste que c'est un coût... Si on ramène ça par chèvre, dépendamment du nombre de cultures qu'on peut faire, c'est un coût quand même conséquent. Et bien sûr, la technique de prélèvement est importante. Donc ça va permettre de savoir, donc, lorsqu'on a des infections intramammaires, d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. Encore une fois, la difficulté de mon expérience pour avoir eu des problèmes donc, dans certains troupeaux caprins laitiers, c'est grosso modo, il y a tellement d'autres facteurs que le pathogène en tant que tel qui cause la mamite que si on a une technique de traite qui est défectueuse, si on a des mamelles qui sont très anormales en termes de morphologie, ben, savoir exactement quelle est la bactérie qui cause le problème, ça peut être intéressant en soi, mais il y a peut-être d'autres choses à travailler
surtout qu'au niveau des traitements qui sont homologués, c'est pas mal le néant. Donc c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Ce qui est intéressant par contre, et peut-être un développement qui va avoir des impacts en termes de conséquences puis de stratégie par rapport donc aux agents qu'on peut retrouver, c'est le développement de technologies comme le MALDI-TOF qui permettent vraiment une identification précise, et notamment pour les staph SPP ou staph non aureus. C'est quelque chose qui est prometteur. Dr Bernier-Gosselin va en parler probablement plus tard, puisque c'est son étude que je cite. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, ils ont regardé donc, sur une cohorte de chèvres les différentes bactéries qu'ils retrouvaient, et notamment pour les staph non aureus. Et grosso modo, ce qu'on a ici dans ce graphique qui est peut-être un peu touffu, ce qui est important de voir ici, vous avez donc, les staph qui ont pu être identifiés avec la technique de MALDI-TOF. Traditionnellement, en bactérie, on va vous dire c'est du staph SPP. C'est du staph, mais c'est pas du staph aureus. Mais le staph SPP, c'est une vaste famille où il y a énormément de différents types de staphylocoques. Et chacun n'a pas nécessairement le même impact au niveau de la production laitière. Et c'est ce que Dr Bernier-Gosselin a trouvé donc, pendant son doctorat. Quand on voit ici, donc, vous avez l'estimé de l'impact sur la lactation, donc sur la production laitière par jour chez ces brebis, et vous avez des staphs qui ont un impact très faible, donc probablement proche de 0, et au contraire, vous en avez certains qui vont être associés à 1 litre de lait en moins par jour. Donc ça va être important parce que je vais peut-être être capable d'aller générer plus d'intérêt pour aller spécifiquement investiguer les sources d'infection quand dans un troupeau j'ai ce genre de staph qui rentre en ligne de compte. Parce que là, l'impact, même s'il y a des coûts à faire certains tests, à faire certaines mesures pour améliorer les qualités de la production, mais ces coûts-là, ils vont être rentabilisés par l'effet que je peux avoir en termes de production. Une autre chose, en fait, je m'aperçois dans cette présentation que c'est plus un pot pourri que d'autres choses, donc il y a pas mal de concepts qui viennent en même temps. Ce qui a été récemment mis aussi sur la sellette, c'est les tests de laboratoire qui sont effectués à la laiterie, notamment pour le comptage de bactéries. Et la différence, en fait, des fois d'interprétation entre les bactéries qu'on peut avoir par la laiterie versus les techniques lorsqu'on va utiliser de la culture en milieu, du dénombrement donc, qui est fait donc, en laboratoire classique. Et cette étude-là, en fait, c'est une étude qui a été faite en Ontario, donc aussi une étude locale, où est-ce qu'ils ont regardé comment performait donc, le Bactoscan qui est utilisé donc, par les transformateurs, se comparer par rapport à la technique de référence qui est le comptage en bactéries, où en fait il faut que le lait contienne moins de 50 000 unités formatrices colonies par millilitre pour être considéré comme correct au niveau du comptage bactérien. Par contre, c'est équivalent à des seuils qui sont différents par la technique du Bactoscan. Donc 115 fermes, à peu près 1400 échantillons, et ils ont comparé donc, les deux méthodes donc, en utilisant la méthode de Petrifilm, donc le comptage aérobique total comme référence. Et donc ils ont comparé ça donc, par rapport à la lecture que donne le Bactoscan, qui lui va donner une lecture en impulsion électrique par millilitre qui correspond à des bactéries individuelles, à des cellules bactériennes individuelles. Chez la vache, le 50 000 correspond à 121 000. Et chez la chèvre, en fait, il y a une variabilité en fonction des modèles, des correspondances avec les seuils. Le seuil qui a été retenu et dont on entend classiquement parler, c'est le seuil de 321 000 impulsions par millilitre, donc, qui correspond donc à la meilleure façon de classifier le plus de 50 000 et moins de 50 000. Et ça dépend de beaucoup de facteurs, en fait, cette qualité de la prédiction, l'âge du lait, donc selon le nombre de récoltes par semaine, et la flore, donc, parce que notamment la flore psychotrophe, donc la flore qui peut persister à basse température, peut avoir donc aussi un impact sur la contamination. Oups. Et il y a aussi des interactions dans les troupeaux où est-ce que les comptages cellulaires sont élevés, parce que là aussi la viscosité est élevée et les vibrations lors du passage du cytomètre vont faire qu'il peut y avoir des impulsions électriques plus élevées que le nombre de bactéries présentes. Donc c'est l'ensemble des points ici. Vous avez finalement la classification par le test du Bactoscan et la classification ici par la bactério de référence. Et vous voyez que en fait les discordances elles sont soulignées ici.
Donc il y a quand même, c'est pas du 100% de sensibilité et de spécificité. Et grosso modo, ce qu'on voit ici, qui est en fait la classification entre les laits qui sont anormaux en fonction des bactéries totales comptées versus les laits qui sont déclarés anormaux, donc en fonction du Bactoscan. Fait que vous avez donc une sensibilité de 78%, donc on va détecter à peu près 8 échantillons sur 10 qui ont plus de 50 000 UFC par millilitre, et la spécificité est à 96%. Donc on va juste faussement classifier des réservoirs normaux comme anormaux. La PCR donc, est une autre façon de développer donc, d'évaluer donc la présence de l'agent infectieux donc qu'on peut retrouver dans le cas de mammites. Et c'est quelque chose qui est en développement, donc ça met en évidence l'ADN directement, et là on n'a pas besoin de la croissance de la bactérie, contrairement à la bactériologie classique. Oups. C'est aussi donc plus rapide parce que donc on n'attend pas la croissance. Par contre, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, c'est que le test est en général ciblé sur des pathogènes précis. Donc ça peut être intéressant dans la mesure où ça peut donner naissance à des tests multiplex, c'est-à-dire qu'on va faire un screening de différents pathogènes systématiques, ce qui se fait beaucoup, par exemple, présentement dans les bovins pour les problèmes respiratoires. On a des sondes multiplex qui vont cibler des bactéries, des virus, donc on va tester 10 agents différents en même temps. La problématique, c'est que si c'est un agent qui sort des 10 agents principaux, ben, on ne le trouvera pas avec cette technique-là. Et donc ça a déjà été utilisé, puis ça semble prometteur chez les ruminants laitiers, mais pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas au courant d'une utilisation vraiment diffusée donc, à large échelle donc, dans le milieu des petits ruminants laitiers. Et c'est aussi donc, avec ces tests-là pour l'instant plus dispendieux que la culture. Donc on a parlé principalement ici des bactéries qu'on pouvait mettre en évidence donc, comme indicateur du statut sanitaire, du statut bactérien, donc du lait individuel ou du lait de réservoir. C'est sûr que ce qui est source d'informations beaucoup plus fréquemment utilisée dans le champ, c'est finalement l'évaluation des conséquences de l'infection sur la glande mammaire, donc l'inflammation et les cellules somatiques. Donc les cellules somatiques et le CMT, c'est probablement les deux choses. Encore une fois, je suis peut-être biaisé par les troupeaux qui sont autour de Saint-Hyacinthe, mais nous, dans l'approche de santé des petits ruminants, c'est vraiment les deux outils qu'on va utiliser le plus fréquemment possible. Cellules somatiques, quand on a la chance d'avoir un troupeau qui a un contrôle laitier, puis sinon on va y aller avec le CMT, qui est mieux que rien pour avoir une idée du statut sanitaire. Donc, comme je vous disais, quand on regarde les comptages en cellules somatiques et la parité et stade de lactation, ici c'est une étude donc, qui résumait donc, les données sur 15 000 chèvres, et vous avez donc les jours en lait qui sont présentés ici donc, en abscisse, et finalement le comptage en cellules somatiques en ordonnée. Puis vous voyez que grosso modo, lactation 1, lactation 2, 3, 4, 5, donc plus on augmente de lactation, plus les CCS augmentent. Et cette augmentation, donc, elle se fait aussi en fonction du nombre de jours en lait. Donc c'est pour ça que le seuil qu'on peut utiliser éventuellement pour détecter une infection intramammaire au début de la lactation, il ne va nécessairement pas être le même que quand on va un petit peu plus loin dans la lactation. Donc il va falloir tenir compte de ça, notamment chez la chèvre. Chez la brebis, c'est un petit peu moins clair, encore une fois, puis c'est la même étude où là il y avait plus de 2000 brebis. Donc cette évolution donc, en fonction du nombre de lactations et du jour en lait est un peu moins facile à mettre en évidence, et je ne sais pas si il peut y avoir aussi une composante raciale dans ce cas-là. Je ne sais pas si chez la lacone ça a été mentionné comme étant notamment un facteur aussi important que chez la chèvre. Probablement pas aussi important, mais si ça existait ou pas. Donc en fonction de ça, donc, chez la brebis laitière, donc, les seuils qu'on a retenus, ce n'est pas des seuils Wikipédia, c'est juste la photo qui est Wikipédia. C'est un seuil à plus de 550 000 cellules par millilitre, qui lui semble pas trop dépendre du nombre de jours en lait. Oups. Et chez les chèvres, donc, dans les 3 premiers mois de lactation,
à plus de 550 000 cellules par millilitre. C'est un seuil qui a été donc rapporté dans la littérature. Et après 305 jours en lait, donc aux alentours, donc proche du tarissement, 1,2 million de cellules par millilitre. La sensibilité semble être autour de 60%, donc c'est-à-dire qu'on va détecter 6 chèvres sur 10, on en manque 4 sur 10 qui sont réellement affectés. Et la spécificité est de 70%, donc on va considérer des chèvres infectées. Sur 10 chèvres qui sont saines, on peut en considérer 3 faussement infectées si on se fie juste aux cellules somatiques. Donc ça reste que ce ne sont pas des tests avec des sensibilités, spécificités à 95% et plus. Il faut toujours mettre un certain bémol qui est associé aux facteurs de variabilité individuelle, parce que ces seuils-là, ils ne prennent pas en compte la lactation, le nombre de lactations, etc. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant, mais au niveau individuel, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre donc à un diagnostic exact tout le temps. Donc il y a une zone grise. J'avais résumé ici donc une étude de Dr de Crémou qui était intéressante aussi pour vous donner une idée en fonction donc des pathogènes qui sont impliqués, donc des chèvres ici en bleu qui n'ont pas d'infection intramammaire, et vous avez ici la distribution des concentrations en cellules, donc en milliers par millilitre. Des chèvres qui sont infectés avec un pathogène type staph coagulase négative, donc un ensemble de pathogènes qui sont mis dans la même catégorie. Et des pathogènes majeurs, où là vous en avez beaucoup moins, mais vous voyez que les comptages en cellules somatiques de ces cas-là sont pas mal plus élevés. Donc souvent, donc, lorsqu'on investigue un problème en santé du pie, encore une fois, un certain nombre de troupeaux autour de Saint-Hyacinthe n'ont pas de contrôle laitier, donc il faut bien qu'on trouve des moyens pour pouvoir les aider. Et surtout, revenir à la prémisse que j'ai dit avant, faire quelque chose avec les résultats des tests. Parce que savoir qu'on a 50% de chèvres qui ont des CMT à 2 et ou plus, mais si on ne fait rien, autant c'est le pire investissement que de me faire venir pendant 2 heures pour faire des CMT puis finalement rien faire avec. Là, effectivement, le vétérinaire coûte cher. Donc, mais le CMT reste quand même une bonne alternative dans ces troupeaux où on a peut-être un peu moins de moyens pour avoir une idée de ce qui se passe, puis peut-être aussi pour objectiver des critères de réforme ou des critères éventuellement de traitement lorsqu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à ces résultats-là. Donc, tout le monde a une certaine idée de ce qu'est le CMT, grosso modo le test californien de la mamite, qui est basé sur une gélification, donc en fait le réactif au contact des cellules somatiques, donc des cellules qui présentent de l'ADN, ça va gélifier l'ADN et la quantité de gel, elle est proportionnelle à la quantité de cellules qui est présente. Donc grosso modo, plus le gel se forme intensément, plus c'est indicateur d'un grand nombre de cellules dans le lait, sachant que la majorité de ces cellules-là vont être des cellules de l'inflammation, donc des neutrophiles. Donc c'est un indicateur indirect de la mamite. C'est vraiment le test qui est facile à faire parce que vous avez une réponse instantanée à partir du moment où vous prenez la peine de faire un prélèvement de lait. Donc il y a aussi des chartes qui sont définies. Donc la plupart des chartes sont définies. Ici j'ai pris des données du réseau canadien de la mamite bovine, donc pour définir donc le type de gélification et quantifier la gélification qu'on va observer, donc de négatif, trace 1, 2 et 3, puis un changement de couleur donc vers la couleur, l'alcalinisation, donc on va parler d'un test plus, donc 1 versus 1 plus, 2 versus 2 plus, 3 versus 3 plus. Et vous avez ici donc les plages de cellules somatiques qui correspondent à peu près aux résultats. Ce sur quoi je reviendrai tout à l'heure, c'est que ces plages-là sont très larges. Donc ça veut dire que vous avez, si on prend par exemple, je suis désolé pour la taille de la diapositive, mais si on prend le test faiblement positif, vous avez des animaux à 400 000 cellules somatiques jusqu'à 1 500 000. Puis pour le test 2, c'est de 800 000 à 5 millions. Donc ces animaux-là vont être tous classifiés dans la même zone, et c'est ce qui fait que ce n'est pas un test qui va être, encore une fois, très sensible et spécifique.
Donc les recommandations pratiques, c'est de recommander le seuil de 2 ou 3 pour définir donc, des chèvres infectées, un ou plus qui peut être utilisé donc, chez la brebis. Encore une fois, donc, comme chez la vache, ce test n'est pas précis. Ce n'est pas un test qui vous donne le comptage cellulaire précis, ça vous donne une idée. Il peut y avoir des erreurs de classification par rapport à cette réaction-là. Ça semble quand même détecter donc, 80% des chèvres, donc 80% des chèvres normales, donc qui n'ont pas d'infection, vont être correctement détectées par ce test-là. Ils vont avoir un CMT de 1 négatif ou 1. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui vont malheureusement être dans la limite inférieure et qui vont tomber avec un test positif. Donc, et chez la brebis, donc, ça semble la sensibilité et la spécificité tourner aux alentours de 75%. Donc 3 animaux sur 4 qui vont être mis en évidence correctement. Et comme je vous disais, le seuil de 2 qu'on utilise chez la chèvre, on est entre 800 000 puis 5 millions. Puis vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais du seuil en fin de lactation aux alentours de 1 million. Donc c'est sûr qu'on va classer un certain nombre d'animaux comme infectés. Puis le seuil de 1, c'est entre 400 000 et 1 500 000. Donc c'est quelque chose qui, pour le CMT, est un bon moyen d'évaluer la santé du pied dans le troupeau, en complément des cellules somatiques. Et effectuer à des moments ciblés, ça permet par exemple, pour savoir si ça vaut la peine de, encore une fois en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire avec certains animaux, si on veut exercer une pression au niveau de la réforme, mais de savoir est-ce que par exemple lorsque je veux mettre les animaux à la reproduction, je peux faire un CMT sur des animaux qui sont douteux si je n'ai pas l'accès aux données du contrôle laitier. Puis donc ça permet aussi d'avoir de vérifier lorsqu'on a les cellules somatiques individuelles et qu'on met en place une action pour un certain nombre de chèvres, de vérifier un peu la progression en attendant le prochain contrôle laitier. Puis en cas de doute, le CMT c'est le meilleur ami du trailer. Donc on devrait le trouver dans toutes les fermes laitières et pas juste à titre décoratif. Donc des fois on en voit avec cette poussière au fond, on sait que celui-là il ne sert pas souvent. Donc les petits ruminants ont des caractéristiques de lactation particulière. Jusqu'à présent la culture bactérienne ça reste le moyen le plus efficace de diagnostiquer l'infection. Mais les tests indirects vont permettre de cibler les animaux à risque et qui sont à surveiller. Puis s'il y a un test douteux, ben, ça peut valoir la peine de le répéter. Fini. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Bugzinski? Bugzinski. Bugzinski. Désolé. À la française. Oui, question à l'arrière. Dans le fond, l'infection subclinique, dans le fond, l'infection subclinique comme telle, serait-tu moins important que le CMT, que le comptage cellulaire au niveau de la qualité du lait, au niveau des composantes, au niveau de la transformation? C'est-tu moins pire d'avoir un animal contaminé avec un bas taux de cellules somatiques ou c'est... Définitivement, en fait, c'est l'inflammation au niveau de la glande mammaire qui cause le problème. Là où ça peut être intéressant de détecter la bactérie qui va causer le problème, c'est si je suis capable de dire cette bactérie-là, je sais que les facteurs de risque sont ça, ça et ça, donc ça me permet de cibler un peu mieux la conduite à tenir. Mais c'est sûr que c'est pour ça que la bactério est peut-être un peu moins utilisée dans le milieu des petits ruminants, parce que ce qui nous importe, c'est juste de diminuer la pression d'infection et d'inflammation de la glande, qui a l'impact majeur sur la production, sur la transformabilité la transformation du lait. Dans le fond, la détection de l'agent serait vraiment utile, c'est plus au niveau épidémiologique. Ouais. Okay. On va prendre une autre question. Oui. Excusez-moi. Pour valider, si j'ai bien compris, l'étude en Ontario des 115 fermes et des 1379 échantillons, pouvez-vous répéter, voir la fiabilité du Bactoscan versus les plots de pétri? Dans le fond, là, Oui, le comptage, je vais juste revenir si... Ce que j'ai compris, c'est que 8 cas, il y aurait eu 8 cas sur 10 que Non, donc la sensibilité, donc pour aller détecter des réservoirs vraiment anormaux, c'est le tableau qui est juste ici. Donc ici, en fait,
Vous avez donc la classification qu'on considère de référence, c'est-à-dire je compte les bactéries que j'ai cultivées par millilitre de lait. Donc vous avez les réservoirs anormaux par cette méthode-là et les réservoirs qui sont normaux ici. Dans le cas du Bactoscan, pour détecter un réservoir anormal, j'ai 8 cas sur 10 qui ont été correctement détectés. Ça veut dire que j'ai eu des faux négatifs, j'ai eu des résultats des laits qui étaient contaminés, qui avaient plus de bactéries mais qui n'ont pas été détectés par le Bactoscan. De l'autre côté, le nombre qui serait donc faussement déclaré positif par le Bactoscan, donc le Bactoscan me dit ce lait-là il y a trop de bactéries, mais la technique de référence me dit qu'il est normal. Là j'ai eu seulement 4% des échantillons, c'est-à-dire que c'est ça. Quand j'ai un réservoir avec un comptage bactérien normal, dans 96% des cas, le Bactoscan va me dire « Ok, il est normal ». Il y a juste 4% des cas où ce réservoir-là va allumer au Bactoscan, malgré le fait qu'il soit négatif, qu'il soit en dessous de 50 000. Donc les 4%, c'est 4% d'échantillons qui sont des faux positifs. Donc on a dit, ce cas-là, le Bactoscan a allumé, mais finalement, c'était un lait qui était correct. Donc c'est 4%. Parce que au MAPAC, dans le fond, c'est le Bactoscan qui est utilisé. Dans les usines, c'est les blocs pétris, dans le fond, c'est ça. Peut-être. Isabelle Morin de chez Lactanet, je suis en charge, moi, comme vétérinaire des dossiers de qualité du lait. La différence, entre autres, que Sébastien vous présente comme technique, c'est que le Bactoscan, il détecte toutes les bactéries dans le lait, qui soient vivantes ou qui soient mortes. Puis la culture, elle, pour que les bactéries poussent, il faut qu'elles soient vivantes. Fait que c'est pour ça qu'il y a une différence de mesure entre les deux. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette conférence.